La guerre est en train de changer de visage. Et non, on n'est plus du tout dans la science-fiction là. L'intelligence artificielle, elle transforme les conflits d'une manière qu'on commence à peine à saisir. Alors on va décortiquer ensemble ce bond technologique qui est juste vertigineux. Imaginez la scène. On est le 12 mars 2022 à Kiev, en Ukraine. Ça fait 17 jours que la guerre a commencé. C'est le chaos total dans la capitale qui est assiégée. Et puis tout à coup, dans le ciel, quelque chose apparaît. C'est un drone, il est tout petit, à peine 1 mètre d'envergure, on dirait presque un jouet. Quand il s'écrase, ça passe quasiment inaperçu au milieu de tout ce vacarme. Mais attention, cet objet, il est tout sauf inoffensif. En fait, il ne transporte aucune bombe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne transporte pas une munition, il est la munition. Et son apparition ce jour-là, elle marque tout simplement le début d'une nouvelle ère dans la façon de faire la guerre. Alors, ce nouveau visage de la guerre, c'est quoi exactement ? Parce que ce qu'on vient de décrire là, attention, ce n'est pas un concept tout droit sorti d'un film de science-fiction. Non, c'est une technologie bien réelle qui est déjà utilisée sur le terrain. Et elle a un nom, QBLB. Le QBLA, c'est ce qu'on appelle une munition rôdeuse. Pensez à un drone kamikaze, mais en beaucoup plus intelligent. Le mot-clé, vraiment le mot le plus important ici, c'est autonome. Ça veut dire que ce n'est pas juste un pilote à des kilomètres de là qui le dirige. Non, son intelligence artificielle lui permet de patrouiller dans une zone, de repérer, d'identifier une cible et de foncer dessus. Tout seul. Et ça, c'est une rupture fondamentale dans la manière de faire la guerre. On arrive donc à la promesse de la précision. La question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi ? Pourquoi développer des armes comme ça ? Eh bien, la réponse est complexe, mais elle part d'une promesse qui, sur le papier, est très séduisante. Celle de protéger des vies humaines. Écoutez ce que dit par exemple le colonel Marcos Reisner des forces armées autrichiennes. Le point essentiel, c'est qu'avec les systèmes autonomes, on réduit le risque pour nos soldats. On réduit les pertes humaines. C'est ça le dilemme central pour beaucoup d'armées aujourd'hui. Comment être efficace militairement sans pour autant sacrifier la vie de ses propres soldats ? Et là, évidemment, les systèmes robotisés, ils apparaissent un peu comme la solution parfaite. Et les arguments en faveur, ils sont nombreux. On parle d'une précision bien plus grande que celle des humains, de la possibilité de limiter les tirs amis ou les pertes civiles. Ces machines opèrent bien plus vite que notre temps de réaction. Et bien sûr, elles peuvent atteindre des objectifs sans mettre en danger la vie des soldats. L'idée, au fond, c'est de rendre la guerre plus propre, voire plus humaine. Une sorte de guerre chirurgicale, presque aseptisée. Un système qui serait plus rapide, plus fiable qu'un humain, et qui pourrait, en théorie, réduire les erreurs tragiques. Voilà en tout cas le grand espoir. Mais bien sûr, il y a un mais. Cet espoir d'une guerre propre se heurte à une réalité bien plus sombre. On touche ici au péril de l'autonomie, et ça soulève des questions éthiques abyssales. Comme le dit très bien la roboticienne Ah Jung-moon, il y a des façons dignes et indignes de mourir. La place qu'on accorde à un système d'armement mécanique est cruciale pour nous, tant sur le plan psychologique que vis-à-vis de l'opinion publique. Et là, ça nous amène à une fracture morale qui est immense. Est-ce qu'on peut encore parler d'une guerre humaine quand la décision de vie ou de mort, elle est déléguée à un bout de code, un algorithme ? C'est la notion même de dignité dans un conflit qui est complètement remise en question. Le terme officiel pour désigner ces robots tueurs, c'est SALA, Système d'armes létales autonomes. En gros, ce sont des systèmes qui peuvent, de manière indépendante, sans contrôle humain direct, chercher une cible, l'identifier et la neutraliser. Alors soyons précis, la plupart des systèmes actuels ne sont pas encore à 100% autonomes, il y a souvent un humain quelque part dans la boucle. Mais la voie, elle, est clairement tracée. Et ça nous amène à la question centrale. Qui est responsable quand une machine commet une erreur ? Si le robot tue des civils par erreur, c'est la faute de qui ? Du programmeur qui a écrit le code ? Du commandant qui a déployé le système ? Du fabricant ? Personne ne sait vraiment répondre. Et cette absence de réponse, elle crée un vide juridique et moral qui est terrifiant. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Une machine, ça n'a pas de pitié, ça n'a pas de conscience et ça n'a pas la capacité de désobéir à un ordre absurde. Le pire, c'est que le danger n'est pas seulement philosophique, il est aussi stratégique. C'est ce que certains appellent le scénario cauchemardesque des Flash Wars. Imaginez un peu des systèmes d'armes autonomes de différents pays qui se font face. L'un d'eux interprète mal une action de l'autre et déclenche une riposte. En quelques secondes, à la vitesse des algorithmes, on a une escalade militaire massive. Beaucoup trop rapide pour qu'un humain puisse intervenir. Une guerre éclair, complètement hors de contrôle. Et on pourrait penser que face à de tels risques, tout le monde appuierait sur le frein. Mais c'est tout le contraire qui se passe. On assiste à une nouvelle course mondiale aux armements. Parce qu'au-delà de la technologie, il y a une force encore plus puissante qui est à l'œuvre, la compétition géopolitique. Et dans cette course, personne ne veut être le dernier.
Et quand on regarde qui mène la danse dans le développement de l'IA, le tableau est assez clair. On a deux superpuissances qui sont largement en tête, les États-Unis et la Chine. L'Europe, de son côté, est un peu à la traîne. C'est intéressant parce que pendant que l'Europe voyait surtout les impacts économiques de l'IA, Washington et Pékin, eux, ont immédiatement compris que c'était un enjeu de sécurité nationale majeur. Cette citation d'un officiel du département de la Défense américain, elle résume parfaitement la situation. Aujourd'hui, la RPC, la République populaire de Chine, est le défi de référence pour le département de la Défense. On est en pleine logique de compétition. C'est la peur de voir l'adversaire prendre un avantage technologique qui pousse à un développement effréné et qui met bien souvent les considérations éthiques au second plan. Et vous savez, ce dilemme, cette tentation de laisser la machine décider à notre place, ce n'est pas si nouveau. Il faut se souvenir du système russe de la guerre froide, la fameuse main morte. C'était un système conçu pour lancer automatiquement une frappe nucléaire de représailles, même si tous les dirigeants humains avaient été tués. Une sorte d'assurance apocalypse automatisée. L'idée de confier notre destin à un algorithme, finalement, elle a des racines assez profondes. Le problème, c'est que cette course technologique ne reste pas sagement sur les champs de bataille. Non. Progressivement, insidieusement, la guerre revient à la maison. Les technologies développées pour le militaire finissent toujours par s'infiltrer dans nos sociétés civiles. Et là, ça soulève de toutes nouvelles questions sur la surveillance et la sécurité. Regardez cet exemple, il est parfait. On a le même type de robot, le fameux chien robot, mais dans deux mondes complètement différents. D'un côté, on a la version militaire qui patrouille sur des bases aériennes ou des frontières pour faire de la surveillance. Ok. De l'autre, on a son cousin civil, le robot Spot, qui est utilisé par la police de New York. Et là, quand les gens l'ont vu dans les rues, ça a provoqué une indignation immense. C'est la même technologie de base, mais le robot qui semble acceptable sur une base militaire devient tout de suite une figure super controversée en pleine ville. Ça pose directement la question de la militarisation de nos forces de l'ordre. Et il faut aller encore plus loin, parce qu'au-delà des robots dans nos rues, il y a la guerre cognitive. C'est peut-être la plus insidieuse de toutes. Les algorithmes d'IA, ils sont déjà partout, ils façonnent ce qu'on voit, ce qu'on achète, ce qu'on pense. Cette énorme capacité d'influence, elle est de plus en plus utilisée pour ce qu'on appelle la guerre cognitive, de la propagande, de la désinformation, mais à une échelle et avec une précision jamais vue. Et qu'est-ce qui alimente tout ça ? Nos données personnelles. Elles deviennent le carburant d'algorithmes dont le but est d'influencer l'opinion, de déstabiliser des sociétés. Finalement, le nouveau champ de bataille, c'est notre cerveau. Ce qui nous laisse avec cette question, finalement, la question essentielle. Alors que les machines deviennent de plus en plus intelligentes, est-ce que nous, on n'est pas en train de perdre un peu de notre humanité ? En cherchant à rendre la guerre plus efficace, moins risquée pour nous, en déléguant des décisions aussi critiques à des machines, est-ce qu'on ne risque pas de perdre ce qui nous définit ? Je parle de la responsabilité, de la compassion et finalement du contrôle de notre propre destin. C'est une question ouverte. Et la réponse, eh bien, c'est à nous de la construire.